nudibranche vient du latin extraneus, qu'on peut traduire par extérieur, étranger. Si on se réfère à la définition, est étrange ce qui frappe par son caractère singulier, surprenant, bizarre, insolite. Et selon cette définition, certains animaux marins, par leur aspect, leur comportement ou leur taille, sont effectivement étranges. Les nudibranches sont étranges à plusieurs points de vue. Tout d'abord, leur aspect. Bien que de petite taille, ils ne passent pas inaperçus car ils sont d'un esthétisme évident. L'un est à petit pois, un autre à franges. Les plus précieux semblent même habillés de dentelles et de verroteries colorées. Et le plus burlesque pourrait être le Pikachu qui mesure seulement quelques millimètres et semble très fier d'avoir réussi à escalader les quelques centimètres qui l'ont conduit à la cime de son royaume. Plutôt sans défense, les nudibranches peuvent se permettre de se promener à découvert, car ils se nourrissent d'éponges toxiques qui les rendent non comestibles. Également étranges par leur aspect, ces deux crevettes arlequins vivent toujours en couple. La femelle, facilement reconnaissable, est plus grosse que le mâle. Ces étonnantes crevettes aux pinces bien développées se nourrissent exclusivement d'étoiles de mer. On les surnomme également crevettes haltérophiles, car elles sont capables de retourner une étoile de mer afin de la dévorer en commençant par l'estomac. Encore plus étrange, la rascasse twin, qui ne ressemble pas du tout à ses cousines, les rascasses volantes. Avec les moustaches du poisson-chat, une nage saccadée et une robe si colorée qu'elle fait penser à un jouet mécanique, la rascasse twin prouve qu'il existe des poissons étranges par leur apparence, mais aussi par leur façon de se déplacer. Certains animaux étonnent par leur mode de vie, les associations qu'ils peuvent constituer en fonction de leurs besoins. On peut presque parler de rapprochement solidaire. Ils partagent leur logement en échange de services qui correspondent à leurs compétences. Presque aveugle, la crevette est secondée par le gobie qui surveille les alentours et la prévient au moindre danger. La communication entre les deux est surprenante. La nageoire du gobie sert d'émetteur et donne l'information si un prédateur approche. L'antenne de la crevette, toujours connectée au gobie, sert de récepteur. Apeuré par notre présence, le gobie signale par un mouvement de la queue qu'il est impossible pour l'instant de sortir du terrier. Très sagement, la crevette attend que la voie soit libre. C'est une cohabitation positive. On comprend très vite l'intérêt de la crevette aveugle. Et celui du gobie est tout aussi important, car ce n'est pas un bâtisseur et il ne sait pas construire du durable en creusant des terriers. Toujours à l'ouvrage, la crevette est une spécialiste du bâtiment et pratique la colocation de sa maison troglodyte. Bien sûr, toutes les crevettes bâtisseuses ne vivent pas en communauté. Ainsi, celle-ci, très dynamique, comme pressée par le temps, n'hésite pas à sortir un caillou aussi gros que sa tête. A-t-elle tant à faire qu'elle ne s'accorde aucun répit?
une autre cohabitation tout aussi surprenante, celle de la crevette thore en symbiose avec son anémone. Si cette cohabitation n'étonne plus, les poissons clowns l'ayant certainement rendu trop célèbre, le dandinement de la crevette thore est beaucoup plus étrange et atypique. Si certaines dansent, d'autres adoptent un comportement résolument viril et n'hésitent pas à se lancer dans la bagarre, mais avec une astuce de tricheur. Pour compenser sa toute petite taille, le crabe boxeur s'est greffé au bout de ses pinces de petites anémones urticantes qui lui permettent d'écarter les prédateurs. Ces anémones font office de gants de boxe que ce crabe agite en des mouvements désordonnés. D'autres réussissent encore à intriguer par un comportement rarement observé. Voir une tête dépassée d'un terrier, sur Terre c'est courant, mais ici, au fond de la mer, c'est plutôt inhabituel. Surnommé tout en gueule, à cause de sa bouche qui paraît démesurée par rapport à sa tête, l'Opistoniate observe à l'entrée de son terrier. Il semble alourdi par tous les œufs qu'il porte. Il fait partie de ces poissons mâles qui incubent les œufs dans leur bouche. Il les aère et les ventile afin de leur assurer un bon développement. Il les gardera ainsi pendant toute la période d'incubation, qui dure environ 8 jours. Deux semaines après l'éclosion, les alevins seront capables de creuser à leur tour leur propre tunnel. Impassible malgré notre présence, l'Opistoniate ne semble ni surpris, ni apeuré, trop occupé peut-être. Un poisson qui incube des œufs de telle sorte qu'il ne puisse manger, quelle dévotion surprenante. Mais finalement pas plus que cette squillimante qui protège ses œufs entre ses pattes. Elle ne peut dès lors plus chasser et se trouve donc astreinte, elle aussi, à une période de jeûne jusqu'à l'éclosion des œufs. Après la copulation, la squille-mante peut stocker le sperme pendant 10 semaines et libérer jusqu'à 50 000 œufs lors de la ponte qui a lieu entre la fin du printemps et l'été. Durant la période de gestation, les œufs aux couleurs criardes sont rassemblés en boules devant sa bouche et entre ses pattes ravisseuses. Ils sont transportés ainsi et retournés régulièrement. La date de l'éclosion varie suivant l'espèce. Elle a lieu entre 1 et 3 semaines après la ponte. Une fois écloses, les larves se dispersent en pleine eau, au milieu du plancton. Après 1 an de cette vie planctonique, ils retrouvent le sol et continuent leur croissance. Tout chez la squille-mante relève de l'étrange. Qu'il s'agisse de sa morphologie, de ses couleurs spectaculaires qui rappellent le pan ou de ses performances physiques, tout chez elle étonne. Ce sont les invertébrés les plus rapides du monde marin. Ils donnent des coups avec leurs pattes avant en 1 millième de seconde et les plus gros spécimens atteignent la puissance d'impact d'une balle de fusil. Cette vitesse de frappe est telle qu'elle échappe à l'œil humain. Sa technique de chasse est redoutablement efficace et fulgurante. Elle vit dans des galeries complexes équipées de plusieurs sorties. Totalement inactive le jour, elle reste dans les terriers qu'elle a creusés. Par contre, la nuit lui appartient. Et c'est à ce moment-là qu'elle entre en action.
Finalement, en observant le monde marin, on se rend compte que cette notion d'étrangeté est une réflexion humaine qui n'a aucun sens dans le monde animal. Prenons l'exemple de ce petit être qui paraît bien fragile. Ses yeux représentent presque la moitié de son corps. C'est un œil ambulant, un œil déterminant pour la survie. Il vient juste de sortir de son œuf. Voici ce que va devenir le petit être entrevu. Une magnifique sèche Latimanus. Qu'a-t-elle d'étrange? Est-ce son aspect et ses changements de couleur au gré de son humeur? Sa technique de chasse et sa capacité à hypnotiser les poissons? Sa méthode de reproduction où les deux êtres s'entrelacent? Ou encore sa manière de protéger ses œufs, toujours en les cachant quelque part, comme ici, en les déposant avec beaucoup de précaution au milieu du corail. Devant cette reine de l'insolite, que représentent les plongeurs qui l'observent? Elle semble elle aussi nous regarder avec une telle intensité qu'on peut se poser la question: que représentons-nous pour elle? Assurément quelque chose hors du commun. La mer nous réserve encore bien des surprises, et notre curiosité a transformé l'insolite et l'étrange en quelque chose de fantastique et merveilleux.